Actualité en Russie après ces attaques terroristes du côté de Moscou, Dr Yomtimba, le Kremlin en tout cas, pour le Kremlin, l'État islamique n'en est pas entièrement responsable parce qu'on rappelle que l'État islamique a revendiqué justement cette attaque, mais Moscou pense qu'il aurait été aidé ou alors soutenu par l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Mais avant peut-être, Dr Yomtimba, de revenir sur une possible implication de l'Ukraine, dans la mesure où l'État islamique pourrait avoir un intérêt, du moins dans quelle mesure justement l'État islamique pourrait avoir un intérêt à attaquer la Russie. On essaye de comprendre, en tout cas, une telle attaque de la part de l'État islamique en Russie. L'État islamique, qu'est-ce que c'est? Ouais. Quand vous dites l'Ukraine, on sait ce que c'est. Oui, tout à fait. Quand on cite un autre pays, la Russie, on sait ce que c'est. Ouais. L'État islamique, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est une nébuleuse. Les nébuleuses, ce sont des mercenaires. Nous, les Africains, le verbiage ou le charabia occidental, on n'a pas à l'adopter. Les histoires de ouais, il y a les terroristes, machin, ça n'existe pas. Le terrorisme, c'est quelque chose de clairement défini. Le terrorisme, c'est quelque chose, c'est de la violence qui accourt dans un pays lorsque le pays se retrouve dans une guerre civile, lorsque les factions du pays s'opposent. L'État islamiste, c'est une faction de la Russie. Ils sont en Russie. Pas du tout. Donc, ce ne sont pas des terroristes, c'est des mercenaires. Parce que c'est ça, la distinction que nous devons faire. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, je ne crois pas du tout et je n'accepte pas du tout qu'on dise qu'il y a des gens dans le Sahel qui sont des terroristes. Parce que vous n'avez pas un état de guerre civile dans ces pays-là. Vous avez des gens qui eux-mêmes vous disent qu'ils sont payés par des personnes extérieures et des entités extérieures pour déstabiliser leur pays. Ce ne sont donc pas des terroristes. Parce que le terrorisme, ça rentre dans le cadre de la lutte politique lorsque les gens ont des idées qui s'opposent. L'État islamique s'oppose à quoi en Russie? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un parti politique? C'est un syndicat. C'est vrai qu'on parle d'État, on se demande, il s'agit de quel État en fait. Mais c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un État, c'est un parti politique, c'est un syndicat, c'est une association, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comme on ne sait pas ce que c'est et que c'est un four à gaz, alors, en matière aujourd'hui de polémologie internationale, c'est purement et simplement une officine de mercenaires. Et vous avez vu d'ailleurs que la Russie, c'est ça que la Russie rappelle, vous avez recruté des mercenaires pour venir nous attaquer. Ces gens-là n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Ils peuvent être de cette nébuleuse qu'on appelle l'État islamique, mais à partir du moment où on sait que l'État islamique, ce sont des mercenaires payés et qui sont utilisables par tout le monde, eh bien, à partir de là, on va donc chercher ces mercenaires-là qui en sont les commanditaires. Et on va trouver, quand on aura trouvé les commanditaires, on va dire très bien, messieurs les commanditaires, vous avez envoyé vos chiens de garde, maintenant vous devez rendre compte. Et je pense que c'est la position de la Russie. Et vous voyez qu'elle est cohérente et logique. Parce qu'il n'y a pas un territoire, un État quelque part sur la planète Terre qui s'appelle l'État islamique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme... donc, il faut qu'on s'entende clairement. À partir du moment où on dit c'est ça, l'État islamiste, c'est ce four à gaz, il est clair que le contexte géopolitique et sécuritaire actuel explique cet attentat. Si on veut sortir ça de là, ça n'aura aucun sens. Ce qui se passe est clair. Les gens, je vous l'ai dit, et nous faisons une lecture d'Africains. Nous n'avons pas à faire une lecture d'Européens, ils racontent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Nous devons faire une lecture d'Africains. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelques jours après que la France ait menacé la Russie d'envoyer des troupes au sol et d'attirer, de pousser tout l'Occident à envoyer des troupes au sol pour combattre la Russie, qu'il y a eu une attaque de ce genre, qu'il y a eu cette attaque, bien sûr. Cette attaque-là. Ne soyons pas naïfs. Et puis, c'est quoi cette information sur les ambassades d'un certain nombre de pays européens installés à Moscou, qui manifestement avaient demandé à leurs employés de rester chez eux, qu'il y aurait des... Comment ont-ils fait? Et puis c'est quoi cette autre histoire où les Américains disent eux-mêmes qu'ils ont informé les Russes 2 semaines avant? Effectivement, Comment vous pouvez savoir une chose pareille si justement vous n'êtes pas
Ça ne vous concerne pas. Comment vous savez? Donc, vous avez dit, oui, nous avons des services secrets, donc on a capté des informations. On essaie d'aider un pays dans la lutte contre le terrorisme. Non, vous ne pouvez pas dire que vous aidez un pays et pendant ce temps, vous envoyez des missiles pour tuer ses habitants. Comment vous l'aidez? Vous ne pouvez pas être dans une telle contradiction. Vous ne pouvez pas dire, et puis vous vous levez quand même le jour de l'incident, vous commencez à dire, non, vraiment, nos condoléances, il n'y a zéro condoléance qui a du sens là. Vous ne pouvez pas dire, je vais envoyer des soldats sur le terrain pour aller tuer des Russes. Et il y a des soldats privés, parce que c'est ça qu'on appelle mercenaires. Et il y a des soldats privés qui tuent des Russes quelques jours après. Et vous commencez à dire que vous présentez les condoléances aux Russes. De quelles condoléances vous parlez? En réalité, il s'agit tout simplement d'un même mouvement. C'est un même mouvement. Okay. C'est-à-dire que vous avez annoncé quelque chose. Maintenant, vous n'avez pas dit sous quelle forme cette chose-là va se faire. Parce que le président français ou n'importe quel dia n'a jamais dit que les soldats qui iront sur le terrain, ce sera une colonne Leclerc, une colonne de Gaulle, qui aura 200 chars, un avion, un bateau. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit on va envoyer des soldats sur le terrain. Comment vont-ils arriver là-bas? Sous quelle forme? De quelle manière? Par où? Ça n'a pas été dit. Et comme c'est de la stratégie dont on ne parle pas, permettez aux Russes quand même de vous soupçonner. Et je crois que ce soupçon russe qui aujourd'hui commence à être alimenté de plus en plus par des éléments pertinents, puisque on a arrêté quelques-uns de ces soldats privés, de ces mercenaires qui ont parlé, qui ont été exploités. Il y a des techniques pour vous faire dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez, qui ont dit ce qu'ils savaient. Donc aujourd'hui, il est tout à fait clair et tout à fait cohérent et logique que la Russie pointe du doigt un certain nombre de pays. Et regardez très bien qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui, c'est justement le type qui est censé savoir ce qui se passe. Une autre petite, on va aller retrouver Sylvain de Bourgou dans quelques instants, mais il y a justement cette interrogation, Dr Yom-Timba, on le dit, beaucoup se posent la question, la Russie, on ne voit pas la Russie dans un champ de bataille à l'extérieur, aller lutter contre, entre guillemets, le terrorisme, alors on ne comprend pas ces attaques, mais de l'autre côté, on se défend et on dit... Monsieur Poutine avait soutenu Bachar al-Assad du côté de la Syrie, justement, et cela pourrait être le revers, du moins la réponse de, entre guillemets, ces terroristes de cet État islamique, justement, contre la Russie. Voilà. C'est trop... C'est un peu trop, c'est trop échevelé. Je vous dis on fait le parallèle avec les États-Unis. Oui, vous comprenez. Je comprends très bien ce que vous dites, parce qu'en fait, ils l'ont dit. Et ils l'ont dit comme ça, justifiant le fait que l'État islamique dit, oui, nous avons fait ça parce que nous en voulons tous ceux qui combattent l'État islamique, l'islam. Ouais. Qui combattent l'islam. L'État islamique a construit une mosquée où? Vous en connaissez une? Que l'État islamique a déjà construite? L'État islamique a déjà construit une réplique de l'université Al-Azhar où? Vous en connaissez une? Bon, quand vous aurez trouvé, vous me direz. Donc, en fait, les gens racontent des histoires. L'État islamique ne peut pas le faire parce que l'État islamique, je vous l'ai dit, c'est une officine de mercenariat, point. Sauf le jour où on nous montrera que c'est différent, on saura que c'est différent. Mais pour le moment, compte tenu de ce qui se passe dans le Sahara, dans le Sahel, en Libye et surtout en Syrie que vous avez évoqué, c'est une officine de mercenariat, point barre. Tout le monde, allez donc demander à ces gars, mais où est-ce qu'ils ont pris les armes? Parce que pour organiser une opération comme celle qu'il y a eu à Moscou, vous devez avoir beaucoup de renseignements. Vous devez avoir tellement de renseignements fins, précis et une organisation structurée que ça demande énormément de moyens qu'on a du mal quand même à voir une entreprise, une officine comme celle-là menée toute seule. Je rappelle toujours, les Américains, ils disent beaucoup de choses dans leurs films, peut-être qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Vous avez une série qui s'appelle The Survivor. Un président le survivant désigné. Là-dedans, il y a quelqu'un qui dit diriger une organisation islamiste, on l'arrête, et puis il dit que c'est lui qui a détruit le Capitole. Sauf que quand on gratte un peu, on découvre que, en réalité, il veut payer les soins de sa mère
qui est atteint d'un cancer ou d'un diabète, je crois. En tout cas, sa mère qui est malade, gravement malade, ses enfants, et il n'a pas de moyens. Et donc, on lui demande de revendiquer cet attentat-là. Il revendique l'attentat, sauf qu'après, on découvre que c'est du pipeau, c'est juste un épouvantail. Donc, ces gars qui étaient là, c'est un épouvantail. C'est-à-dire que ça crève les yeux. C'est un épouvantail. Il y a des gens qui ont intérêt à déstabiliser la Russie. Et pour nous, les Africains, c'est un signal. Ce signal qu'ils ont décidé d'aller attaquer la Russie chez elle. Oui. Parce que le fond du problème, c'est que Poutine a dit quelque chose il y a quelques années. Après, ils vont dire, ouais, la Libye, la Syrie, etc. Laissez ça. Quelle Syrie? Et Poutine a dit, pas besoin de faire la guerre à la France ni à l'Europe. Il suffit d'aider les Africains dans leur lutte pour la conquête de leur souveraineté. Oui. Et l'Europe, la France tomberont d'elles-mêmes. La Chine a fait la même chose. Nous n'avons pas besoin d'aller faire la guerre à la France. Nous allons nous assurer que les territoires, tout ce que les confettis de l'Empire qui sont simplement dans le Pacifique, on les fait tomber et la France n'est plus rien. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça, ils veulent intégrer la Chine. Ils veulent devenir territoire chinois. Donc, après ce qu'ils ont fait en Éthiopie, après ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie et que la Russie ne les a pas laissé faire, après ce qu'ils ont essayé de faire en Éthiopie, que la Chine et la Russie ne les ont pas laissé faire, eh bien, aujourd'hui, ils décident, comme le dit souvent Poutine, d'attaquer l'ours russe chez lui. Pourquoi? Parce qu'il faut contraindre la Russie à une négociation. Il faut absolument la contraindre à une négociation parce qu'un pays comme la France, 25% de son PIB, c'est lié au franc CFA, au néocolonialisme français. Et lorsqu'ils ont vu la fameuse conférence internationale sur la liberté des nations et qui a été arrêtée, la conférence sur le néocolonialisme, tenue dernièrement en Russie. En Russie, tout à fait. Ils ont compris que là, la Russie crée ce qu'on appelle des alliés objectifs, formalise définitivement l'alliance objective avec l'Afrique, parce que l'Ukraine, c'est un cas patent de néocolonialisme, mais lorsque Lavrov dit, en réalité, les objectifs de la conférence sont alignés sur les problèmes de l'Afrique, tout le monde sait que l'Afrique, c'est le cœur même du néocolonialisme. Donc, il ne faut pas que l'Afrique tombe, parce que les 33% de matières premières exportées d'Afrique, entre 30 et 35% depuis 4 ans aujourd'hui, l'Afrique ne voit que du feu. L'Afrique ne voit pas grand-chose à cause du néocolonialisme, parce que les recettes sont captées quelque part. Donc, il suffit de permettre que les Africains soient souverains et libres. Vous voyez qu'ils vont pouvoir en réalité s'en sortir. Juste une phrase pour illustrer. Oui, allez-y. Le Niger, ils recevaient quoi? Moins de 100 millions de dollars de l'uranium. Grâce au prix actuel, parce qu'ils contrôlent leur uranium, ils vont toucher autour de 6 milliards de dollars. C'est quelque chose d'extraordinaire, presque de 100 millions à 6 milliards de dollars. Le pétrole, si c'était la France qui l'avait pris, ça aurait été 2 francs. Ils vont toucher autour de 11 milliards de dollars. Voilà un pays qui avait 15 milliards de dollars de PIB et qui simplement, avec 2 produits, va toucher l'équivalent. C'est ça qui attend l'Afrique. Or, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le Burkina qui veut construire une centrale nucléaire, le Mali, c'est qu'ils vont prendre l'uranium à côté. Ça risque de ne plus aller aux États-Unis qui n'assurent que 10% de leur approvisionnement en uranium. Donc, on risque d'avoir des délestages aux États-Unis bien plus qu'il y en a. Ces gars, ils veulent donc contraindre la Russie. Et c'est ça la lecture que nous, les Africains, nous devons faire et nous devons nous organiser pour que ça n'arrive pas. Merci à vous, Dr Yamtimba. On va recevoir André Chanclu avant peut-être de passer la parole à Sylvain de Bogou. Monsieur Chanclu, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Bonjour. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le cadre de ce débat. On rappelle, vous êtes analyste en tout cas de plusieurs questions, surtout l'Europe de l'Est et les relations France-Russie. Et justement, puisqu'on parle de ces attaques du côté de la Russie, ces attaques qui se sont déroulées la semaine dernière, Moscou accuse l'Ukraine et ses alliés occidentaux, en tout cas, d'avoir aidé ou facilité ces attaques terroristes. Votre analyse, Monsieur Chanclu, en ce qui concerne ces accusations de Moscou? Écoutez, c'est toujours très difficile d'avoir une analyse précise sur une attaque terroriste, dans la mesure où le terrorisme, comme le disait votre intervenant avant, ce sont des mercenaires qui interviennent.
Donc, ce sont des gens qui sont dirigés, payés par des services de renseignement étrangers. Et c'est toujours très, très difficile et délicat de trouver l'origine des commanditaires. C'est d'ailleurs la grosse question que se pose aujourd'hui la Russie, de savoir qui a payé cet attentat. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde se rejoint pour dire que ce n'est pas l'État islamique, puisque l'État islamique, El Kharasan, donc qui est une émanation afghane de ce qui reste de l'État islamique, n'est pas du tout à l'origine de cela. Surtout quand on voit le manque de professionnalisme de ces gens, surtout quand on voit et quand on analyse le fait que ces terroristes ne sont pas des martyrs, contrairement à d'autres terroristes qui ont commis les mêmes méfaits et qui se faisaient sauter par des bombes. Ceux-là, manifestement, ont perçu leur prime, une prime dérisoire d'ailleurs, puisque on sait que maintenant ils ont perçu l'équivalent de 5 000 euros pour tuer 130 personnes. On est aujourd'hui dans une phase assez complexe pour analyser sereinement cette situation. Mais il est clair aujourd'hui que de se poser la question à qui profite le crime, je pense qu'avec ça, on a tout à fait répondu à la question. Déjà, effectivement, c'est l'Ukraine, parce que l'Ukraine est en guerre contre la Russie et qu'elle intervient régulièrement sur les territoires russes de Belgorod, de Bryansk, etc. Et que par ces incursions-là, ils ont pu très facilement envoyer les terroristes sur le territoire russe et de faire leur sale boulot. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, moi, j'ai un certain nombre d'amis qui sont assez bien placés en Russie. Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est CIA et MI6. Voilà, le premier réflexe. Donc, ce sont des gens qui savent. Je pense qu'aujourd'hui, on est clairement face à une situation qui est cousue de fil blanc. Hein. Donc, se poser des questions, effectivement, on peut s'en poser, mais on n'aura jamais les réponses. Mais je reste avec vous, Monsieur Chancluge. Effectivement, on reste, en ce qui concerne ces accusations, vous l'avez dit, que clairement, lorsqu'on fait une petite analyse quand même, à qui profite le crime, bien sûr, les regards sont tournés vers l'Ukraine, mais de leur côté, ils se défendent également. L'Ukraine, tout comme les États-Unis et les autres pays alliés à ces pays. Est-ce que par la force des choses, on peut quand même imaginer que c'est un fait qui n'a rien à voir avec ce conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine, ou alors, tout à l'heure, ici sur le plateau, le docteur Yomtimba le disait en rappelant les déclarations du président français Emmanuel Macron qui annonçait justement qu'il allait envoyer des troupes du côté de la Russie, du moins de l'Ukraine, pour combattre la Russie, mais on ne sait justement pas sous quelle forme. Alors, avec tout cela, justement, on s'interroge quand même, est-ce que forcément ces pays pourraient être impliqués? Oui, je dirais que c'est clair, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la Russie, comme disaient vos intervenants, hein, la Russie est le danger et la bête qu'il faut supprimer. Donc, c'est la cible numéro 1 de tous ces gens. Et aujourd'hui, de toute façon, ça ne date pas d'hier. Regardez le nombre d'attentats qui ont eu lieu sur le territoire russe, à commencer par ce massacre de Beslan en 2004, où 330 personnes ont été tuées, dont plus de 200 enfants. C'était, encore une fois, un attentat islamiste du Caucase du Nord qui a été perpétré sur ce territoire. Et ça n'a pas arrêté. Je dirais que la Russie a subi dans sa chair tout ce terrorisme aveugle et il est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, les services de sécurité russes savent très bien quelles sont les imbrications de l'Occident dans cette histoire. Je pense que ça ne sert à rien d'écouter
ce que va dire un Macron ou un Biden, parce que ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui ne diront jamais la vérité. Vous imaginez Macron dire « Ah bah oui, c'est nous qui sommes à l'origine de ce massacre ». C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, je pense que la France est plus intéressée, à mon sens, hein, c'est mon analyse. Hein. Je pense pas que la France se soit particulièrement intéressée par ce massacre, parce que c'est pas dans les gènes des services secrets français, mais ils sont capables de faire autre chose, de faire d'autres coups tordus. Ouais. Et aujourd'hui, la France est plus intéressée à déposer des soldats en Arménie ou en Roumanie, donc pour essayer de ceinturer justement ce qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire une Ukraine enfin libérée et une Ukraine qui soit, ou du moins une Novorossia, qui soit russe. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France prépare l'avenir. Hein. Mais moi, je ne pense pas. Alors que la CIA, alors que le MI6 sont tout à fait capables de monter ce genre de coup tordu. Merci une fois de plus. À vous, vous restez avec nous. Le temps de passer la parole également aux autres intervenants. Sylvain de Bogou, on rappelle d'ailleurs que les services de sécurité russes ont affirmé vendredi 29 mars, donc seulement hier, avoir arrêté encore 3 ressortissants d'un pays d'Asie centrale qui prévoyait un attentat à la bombe dans le sud de la Russie, donc seulement quelques jours seulement après ces attaques d'il y a une semaine. Donc on a l'impression finalement que la Russie est de plus en plus la cible. Il y a comme un plan aujourd'hui où il y aurait, en tout cas, on prévoit, ou alors on prévoirait plusieurs attaques contre la Russie. Lorsqu'on s'en tient justement à cette autre dernière information, il y a plusieurs attaques terroristes qui seraient donc organisées ou alors projetées contre la Russie. Oui, la Russie aujourd'hui est la pomme qui serre la gorge de l'Occident. Donc, il faut aller en Russie, commettre ces attentats pour que la Russie se replie sur elle-même et ne pas aller aider l'Afrique ou bien coopérer avec les pays africains. Voici une stratégie que les Occidentaux sont en train de poursuivre. Nous avons parcouru tous les journaux occidentaux suite aux élections récentes, présidentielles récentes en Russie, où c'était vraiment un arrow sur le baudet. Combien de fois Poutine aurait triché, alors que quand eux-mêmes ils organisent les élections, personne n'ouvre la bouche pour leur dire quelque chose là-dedans. Donc il faut aller attaquer la Russie pour ne pas que la Russie s'ouvre davantage à l'Afrique et arrache entre griffes, arrache leur terrain qui est l'Afrique de leur bouche. C'est leur situation, c'est leur seul souci. Sinon, cet État anti-griffe islamiste, cet État islamiste, où est-ce que cet État est basé? Quel territoire cet État occupe? C'est cela la réalité. Aucun. Et qui leur fournit les armes. Et pour moi, la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit qu'il va envoyer des soldats sur le terrain, c'est cela. C'est le début des soldats. Parce que la France, qu'on le veut ou non, a toujours procédé par les mercenaires. On se souvient de tous ces mercenaires qui ont parcouru l'Afrique, qui sont allés assassiner en Afrique et les Bob Denner, je vais dire, qui sont envoyés par la France pour faire le sale travail pour la France. Et donc, moi, je n'écarte même pas du tout l'implication de l'Occident qui voit la Russie comme l'ennemi. Sinon, pourquoi toutes ces ambassades occidentales basées en Russie, pourquoi tous ces pays occidentaux qui savaient qu'un tel attentat allait se produire n'ont pas informé l'autorité russe et seulement ces pays-là ont simplement informé leurs ambassadeurs et leurs ressortissants de rester chez eux à la maison. Donc, ils savaient, ils sont au courant. S'il y avait cette coopération, s'il y avait cette lutte contre le terrorisme dans le monde, comme ils l'ont toujours prétendu en Afrique, je pense que la première des choses, c'était d'informer l'autorité russe pour dire
tiens, il y a quelque chose qui se prépare contre toi, alors prends tes responsabilités. Mais en occultant tout cela, je pense que c'est eux qui sont les organisateurs, c'est eux qui sont derrière ces gens-là. Alors la Russie aujourd'hui a pris des autres amis, d'autres personnes qui veulent commettre des attentats, et je pense que la Russie a les moyens d'obtenir ce qu'on appelle l'intelligence à ce niveau pour avoir les informations vraiment très critiques, très ciblées pour que la Russie sache qui est réellement derrière cela. Et pour moi, j'ai confiance au service secret de la Russie et ça ne saurait durer. Dans les jours à venir, on va savoir tous ceux qui ont préparé ce coup-là et qui sont en train de préparer d'autres coups contre cette Russie-là. Merci à vous, Sylvain de Bourgou. Docteur Ndouma, Ukraine et ses alliés, forte probabilité d'implication, mais surtout ce qu'on comprend à travers différentes analyses, les enjeux sont énormes, il y a plusieurs ramifications, mais effectivement les enjeux économiques également. Oui, les enjeux économiques ne sauraient être remis au second plan dans ce cadre bien précis, parce que depuis que la Russie, on va dire, croule sous les sanctions, mais je mets entre guillemets, parce qu'un pays qui a plus de 19 000 sanctions, ça c'est du jamais vu, mais qui s'en sort quand même avec un taux de croissance de plus de 3%, pendant que ceux qui l'ont sanctionné sont en train de chuter, ça fait très mal. Et à la limite, ces pays impérialistes, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, le Royaume-Uni, sont gênés au point où il faut à tout prix trouver des stratagèmes pour crouler la Russie. C'est-à-dire que si la Russie est asphyxiée et qu'elle ne peut plus s'en sortir économiquement, je pense qu'ils auront beaucoup gagné. Mais le problème, c'est que la Russie est une très grande puissance économique. Parce que d'ailleurs, c'est un pays continent, c'est un pays qui est nanti tellement de ressources et qui est devenu comme un bassin pour approvisionner le monde, y compris l'Occident. Et c'est pour ça que c'est difficile pour l'Occident de pouvoir combattre la Russie efficacement. Oui. Parce que nous sommes dans un monde où parfois il est bon de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment tout le temps faire des attentats? Est-ce qu'il faut préparer la guerre pour occasionner la guerre? Parce qu'on peut préparer la guerre parce qu'on veut se protéger, mais pas pour aller attaquer les autres. Mais si nous avons un environnement mondial où un certain nombre de pays pensent qu'ils doivent avoir la puissance de feu pour imposer aux autres pays ce qu'eux ils veulent, ça devient un gros problème. Quand les Occidentaux traitent la Russie comme ça, imaginez que ce soit un pays africain, particulièrement de l'Afrique noire, qui soit à la place de la Russie, mais ce serait terrible. Donc, quelle que soit la puissance de la Russie, ces pays s'entêtent à pouvoir démontrer qu'ils restent les plus puissants. On parle de l'Ukraine, mais l'Ukraine avait déjà accepté de négocier depuis le début de l'opération spéciale qui s'est transformée en guerre. Oui. Ce sont les Américains qui avaient refusé. Et ça a empiré la situation au point où aujourd'hui, le larbin qui est là-bas, qui joue le rôle de chef d'État, il ne peut que dire ce qu'on lui demande de dire. Il n'a plus d'armes, il ne peut plus s'en sortir, mais il est obligé de donner l'impression que ça va. Même les alliés également, ce n'est plus très évident, en tout cas, de soutenir l'Ukraine. De soutenir l'Ukraine, oui, bien sûr, parce que ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Présent, oui. Tout ce qu'ils ont prévu, les chars Léopard, les chars Lion, les chars Gaspard, tout ça là, ils promettent 20, ils envoient 2. Et puis, avant que les 2 n'arrivent, la Russie a déjà trouvé une solution pour les anéantir. Donc, il y a un sérieux problème. Et à partir du moment où la France, oui, qui n'est pas la première puissance militaire en Europe, prend sur elle, à travers M. Macron, de dire qu'elle est prête à envoyer les soldats français
en Ukraine, c'est-à-dire, en français facile, déclarer la guerre contre la Russie. Et déclarer la guerre contre la Russie signifie également appeler les autres pays de l'OTAN, n'est-ce pas, à la solidarité avec la France, ce qui va forcément amener aussi la Russie à s'appuyer sur ses alliés. Tout à fait. Et vous voyez comment, tout doucement, on peut s'acheminer vers une troisième guerre mondiale. Alors qu'après la deuxième guerre mondiale, les pays se sont assis et ont dit plus jamais ça, plus jamais de ce type de guerre. Mais ce sont les mêmes qui développent les bombes atomiques. Ce sont les mêmes qui créent les Daesh, qui n'existent nulle part. Ouais. Eux, ils financent Daesh, ils montent les opérations. Quand on pose la question à qui profite le crime, on est obligé de remonter vers eux. Parce que c'est eux qui ont intérêt à ce qu'on fragilise le président Poutine. Ouais. Il vient de gagner brillamment une élection. Oui, tout Ils à ont relevé tous les stratagèmes. Non, vraiment, ce n'est pas la démocratie. Comme il n'était même pas sûr que l'élection là allait se tenir. Tout s'est passé comme sur les rails. Tout ce qui restait, c'était donc un attentat comme celui-là, n'est-ce pas, monté de toutes pièces, puisque apparemment, celui qui était en contact avec ces mercenaires-là était basé à Kiev. Et quand ils ont massacré des gens, vous massacrez plus de 140 personnes. innocents. Ouais. Innocents, même si on ne leur a rien donné. Mais on a pu les amener à aller massacrer 143 individus pour rien. Et maintenant, ils fuient pour aller vers l'Ukraine. Pourquoi ils n'ont pas fui pour venir au Cameroun? Pourquoi ils se sont dirigés vers l'Ukraine? C'est aussi un élément, un indicateur, le fait d'aller du côté de l'Ukraine. Le fait d'aller du côté de l'Ukraine montre que, évidemment, l'Ukraine, de près ou de loin, est concernée. Mais au-delà de l'Ukraine, l'Ukraine n'avait pas les moyens de monter une opération comme celle-là et qu'elle réussisse. Elle a réussi parce qu'ils ont massacré des innocents. L'Ukraine, dans sa situation, maintenant, n'a pas le temps de réfléchir et monter ce type d'opération. Par rapport à la force qui est en face, n'est-ce pas, les services de renseignement de la Russie, etc. Donc, il y a véritablement une main invisible derrière et ça ne peut être que les Occidentaux, les impérialistes. Je n'ai pas pour vous couper, vous avez parlé tout à l'heure justement de services de renseignement. Le docteur Yamb également est revenu d'ailleurs là-dessus. On connaît quand même l'efficacité de ces services de renseignement russes. On se demande aujourd'hui comment est-ce que les États-Unis et les autres pays, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui ont dit qu'ils avaient, d'ailleurs ils l'ont dit, qu'ils avaient prévenu la Russie qui aurait des attaques il y a de cela justement 2 ou 3 semaines et on se demande comment est-ce que du côté de la Russie on n'a pas pu avoir ces informations. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Alors c'est difficile, difficile dans un contexte où vous avez des adversaires qui vous combattent de manière frontale, qui alimentent votre ennemi, parce que l'Ukraine, dans cette guerre, l'Ukraine est un ennemi de la Russie et vice-versa. Bien sûr. Donc, si l'Ukraine a des alliés qui lui envoient les armes et les hommes et les bombes, etc., pour bombarder la Russie, vous pensez que les États-Unis qui sont parmi ces pays qui soutiennent l'Ukraine et même matériellement, peuvent donner une information crédible à la Russie, alors que eux, les États-Unis, cherchent plutôt à nuire à la Russie. C'est quel genre d'information que la Russie aurait reçue 2 semaines avant? Une information très probablement pour détourner la Russie de là où l'attentat aurait pu avoir lieu. Parce que pourquoi est-ce que l'attentat a lieu en plein cœur de Moscou, quand même. Alors que la Russie aurait eu l'information? Si la Russie a eu l'information, ça devait être une information suffisamment complète et concrète qui aurait permis à la Russie, n'est-ce pas, de pallier à cet attentat-là. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est une raison de plus pour dire que c'était juste des propos pour donner l'impression, n'est-ce pas, qu'il y a une certaine solidarité sur le plan de la lutte contre le terrorisme qu'ils ont inventé de toutes pièces.
et qui devient une arme pour eux qu'ils utilisent dans le monde. Ils font la guerre sans être sur place. C'est ça leur histoire d'État islamique. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Macron, quand il y a eu l'attentat, il a fallu 24 heures pour qu'il fasse un tweet pour dire, pour adresser les soi-disant condoléances aux familles endeuillées. Donc, nous avons compris qu'il y a une clique, une minorité de dirigeants au monde, qu'ils soient mondialistes ou bien impérialistes, qui veulent à tout prix soumettre tout le monde entier par la puissance de feu. Et tout ce qui reste, c'est leur opposer également la puissance. Et la Russie, avec d'autres pays comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme l'Inde, comme l'Iran aujourd'hui, sont en train d'aller vers cette voie-là. Et l'Afrique doit s'aligner sur ce nouveau pôle qui se dessine, parce qu'on ne peut que répondre à ces gens-là par la force. Et on doit leur imposer une force suffisante pour qu'ils sachent qu'ils ont perdu. Même comme ils n'acceptent jamais qu'ils ont perdu. Mais rappelons-nous quand même du Vietnam contre les États-Unis. Tout à fait. Ouais. Merci à vous une fois de plus, Dr Ndouma. On va faire l'autre tour de table pour sortir de cette première thématique. Avant d'aborder la seconde, on nous rappelle, on reviendra sur l'actualité du côté du Niger avec ce retrait, du moins les États-Unis qui ont acté cette décision des autorités nigériennes et les États-Unis vont retirer, en tout cas selon les informations, ont accepté de retirer justement leurs troupes du territoire nigérien. On va analyser cela tout à l'heure, mais avant on fait l'autre tour de table. D'ailleurs, on va sortir de cette thématique avec vous, André Chanclus, mais avant on prend l'avis des autres invités sur le plateau. Dr Yamtimba, en quelques minutes pour sortir de là. Ce qu'on comprend, c'est que le plan de déstabilisation de la Russie, aujourd'hui, on est passé par plusieurs étapes. Il y a eu des sanctions, il y a eu justement ce ralliement à l'Ukraine, mais on a l'impression que ce plan est passé dans justement une autre étape, une autre forme d'attaque pour essayer justement d'atteindre véritablement la Russie. Le principe des relations avec la Russie aujourd'hui et avec des pays comme la Chine, c'est le principe du chaos total. Les Occidentaux considèrent qu'ils ont commencé à installer le chaos en Afrique et vous avez vu tout ce qu'ils ont développé. Le Sahel, depuis la Libye, le Sahel, ce qui se passait en Côte d'Ivoire, le Mozambique, RDC, Rwanda, ce qu'ils ont créé au Cameroun, nord du Nigeria, etc. Et il y a d'autres foyers, le Soudan, etc. Vous avez vu comment ils ont détruit la Somalie. Ouais. Donc, la stratégie du chaos total leur permet de rester maîtres du monde. Ouais. Donc, vous avez dit qu'on a arrêté d'autres personnes qui se préparaient à perpétrer une attaque. Oui, mais c'est la stratégie du harcèlement. Parce que ce chaos total passe par un harcèlement permanent des États qui va les amener donc à se détourner d'un certain nombre de tâches qui seront moins urgentes, qui seront moins critiques. Or, je le dis encore, nous devons faire très attention, nous les Africains, parce que les rares alliés objectifs que nous avons aujourd'hui dans le monde, la Russie en fait partie. Si la Russie est déstabilisée, tombe sous le coup de flanche, parce qu'elle est harcelée par tous les moyens et sur tous les plans, il y a les attentats, il faut qu'on raconte partout comment l'élection s'est mal passée alors qu'il n'y était pas. Il faut qu'il raconte que la Russie est en train de mettre une bombe nucléaire dans l'espace. Ouais. En fait, tous les matins, vous avez des médias mensonges qui ont toujours le même sujet pour la journée et qui détournent totalement, qui abrutit totalement le peuple européen, qui n'a aucune compréhension claire du monde dans lequel il vit et pense toujours que les autres, c'est l'enfer. Et que eux, ils sont ceux qui sont malheureusement, ceux qui sont les droits de l'homme, ouais. L'aide internationale. Qui vous a dit qu'on a besoin d'aide qui vous a dit qu'on a besoin des droits de l'homme et contre des droits sociaux et des droits collectifs, etc. etc. Donc, nous les Africains, et c'est ce qui importe pour moi, nous devons savoir que dans ce nouveau monde qui s'organise, nous ne pourrons pas nous en sortir si nous restons fragmentés en une cinquantaine d'États. De toute
tout à l'heure on parlera du Niger, c'est pour que l'AES est c'est une lumière, c'est quelque chose, c'est un espoir énorme. Il nous faut construire de grands espaces, que ce soit des États sous-régionaux qui deviennent donc des fédérations, dans le cadre des sous-régions qui existent aujourd'hui, parce que nous aurons la taille critique pour pouvoir résister, pour pouvoir rester souverain, conquérir la souveraineté et la conserver longtemps, ou alors atteindre l'objectif majeur, optimal, c'est celui d'un État fédératif du continent noir. Si nous ne faisons pas ça, à un moment donné, la Russie elle-même va se fatiguer. La Russie ne peut pas aider le Niger, le Burkina, le Mozambique, la RDC, et le assurer Cameroun. elle-même également. C'est pas possible. Et les autres le savent. Ils savent que c'est une fragmentation de l'énergie. Et cette fragmentation de l'énergie vous rend moins efficace. Donc, et la Russie n'a pas 1 milliard d'habitants, ils ne sont que 180 millions. Ou autour de 150 millions. Ce n'est pas comme s'ils étaient 1,5 milliard contre l'Inde ou la Chine. Donc, il faut que les Africains aident la Russie à l'aider. Et aider la Russie à l'aider, c'est par exemple en Afrique centrale, accélérer le processus de fusion CEMAC-CEAC et faire les États-Unis d'Afrique centrale. 300 millions d'habitants, 7 millions de kilomètres carrés. Croyez-moi, personne ne va être assez fou pour se lever le matin et venir vous attaquer. Là, la CEDEAO, c'est tout ce qui leur a offert par l'AES. 5,5 millions de kilomètres carrés, 500 millions d'habitants. Qui va être assez fou pour attaquer un pays comme ça, etc., etc. Tout à fait. Donc, c'est ça qui importe pour nous, les Africains. Et ces signaux, comme cet attentat qui sont envoyés, et tel autre qui est déjoué, doivent nous interpeller et nous pousser à l'action. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut 10 000 élus panafricanistes d'ici 2030 pour prendre cette décision d'unir l'Afrique. Kwame Nkrumah l'a dit, Africa Must Unite. Aujourd'hui, nous comprenons que sans ça, sans cette unité, nous ne nous en sortirons pas. Merci à vous, Dr Yamtimba. Sylvain de Bongou, des signaux qui doivent interpeller l'Afrique selon le Dr Yamtimba. Il est temps, à partir justement de ce qui se passe de l'autre côté, ce qui touche cet allié stratégique aujourd'hui que représente la Russie pour l'Afrique, il est temps pour les pays africains de se lever également. Et oui, c'est vrai. L'Afrique ne doit pas s'asseoir pour rester toujours dans cette chaise d'assister. L'Afrique, les Africains doivent vraiment se mettre ensemble. Ils doivent prendre conscience de ce qui se passe. Parce qu'en attaquant la Russie, ce n'est pas la Russie seule qui est visée, c'est toujours l'Afrique, le berceau des matières premières qui est visé dans ces attaques-là. C'est affaiblir la Russie, ça veut dire c'est reconquérir l'Afrique. C'est ce que les Occidentaux recherchent depuis. Pour eux, la Russie a osé prendre le pain de leur bouche et donc il faut affaiblir la Russie. Et les Africains doivent prendre conscience de tout ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de rester dans notre politique de nombril, au lieu de rester dans nos micro-États, au lieu de rester dans ces petits coups d'État que nous organisons ici, là, je regarde du côté de la Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara envoie toujours des mercenaires dans les autres pays pour les déstabiliser. Je pense que les Africains doivent se mettre ensemble, croiser vraiment leurs doigts et puis réellement agir au lieu de rester dans le bavardage, au lieu d'aller prendre la feuille de route à l'Élysée ou bien à Washington. Il faut que les Africains agissent et vivement, je souhaite qu'à l'image du Sénégal, la Côte d'Ivoire sorte des mains d'Alassane Dramane Ouattara, en tout cas l'élève de Washington et de Macron. Parce que la Côte d'Ivoire qui tombe, Ouattara qui tombe, je pense qu'on peut vraiment avancer dans cette zone-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est là le nœud même, le nœud dangereux de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique. Merci à vous, Sylvain de Bongou. Docteur Ndouma, je me retourne vers vous aussi, peut-être pour le mot. En ce qui concerne, pour sortir de cette première thématique, aujourd'hui, je reste toujours dans cette même lancée, essayer de faire le lien justement avec l'Afrique. La Russie nous parle aujourd'hui, cet allié stratégique aujourd'hui pour l'Afrique qui est de plus en plus, en tout cas on voit les relations s'approfondir de plus en plus avec plusieurs États africains.
africains, mais on essaye, on voit une sorte de projet de fragilisation justement de cet allié qu'est la Russie. Quelle leçon pour nous, pays africains? La Russie mène un combat qui n'est pas seulement un combat politique et économique. La Russie mène un combat pour la préservation des valeurs de l'humanité. Vous savez que ces gens-là ne croient pas en Dieu. Parce que des gens qui autorisent que l'homme aille avec l'homme, la femme aille avec la femme, et qu'au-delà, ils adoptent les enfants, etc. Vous voyez un peu ce qui se passe dans plusieurs pays, mais comme la France est à côté, on voit le Premier ministre français aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, tout ça. Comment voulez-vous que la Russie, qui, elle, estime que le monde a été créé et bâti sur des valeurs qui sont des piliers vitaux, puisse adhérer à ces histoires? Donc, les Africains, qui sont le foyer même de l'humanité, Oui. ne peuvent que aller dans le sens de la Russie. On devrait fermement... Il ne doit pas avoir ce que certains géopoliticiens appellent les neutres opportunistes. Avant, on parlait des pays non alignés. Aujourd'hui, on parle de pays neutres opportunistes. Toujours leur narratif. Hein? Et les neutres opportunistes, c'est qui? Pour eux, ce sont des pays africains surtout qui vont vers la Russie et de temps en temps rentrent vers les États-Unis, quémander un certain nombre de faveurs, etc. Donc, nous devons choisir. Parce que ne pas choisir, c'est aussi choisir. On doit choisir d'être avec la Russie et tous les alliés de la Russie, parce que ce n'est que comme ça qu'on va conforter le pôle, ce deuxième pôle qui s'est mis en place. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la multipolarité, mais en réalité, il n'y a que ces deux pôles-là, parce que l'Afrique n'a pas encore atteint le stade où on peut parler d'une grande unité africaine. Hein. Donc, et la Russie, dans le bloc, n'est-ce pas, des pays qui sont ses alliés, c'est-à-dire les BRICS, Oui. et dont le leader sur le plan politique et même sur le plan économique, parce que vous savez que c'est la Russie qui porte le projet de la monnaie des BRICS, qui en réalité est déjà là, et avec laquelle le commerce va se faire très bientôt désormais, parce que en le faisant, on va fragiliser véritablement le dollar davantage sur le marché. Donc c'est un combat qui va au-delà de ce que beaucoup de téléspectateurs peuvent voir, de la lecture qu'on peut avoir. C'est un combat, n'est-ce pas, existentialiste, parce qu'il y a une minorité de gens qui estiment qu'ils doivent faire disparaître une bonne partie de l'humanité, parce que eux, ils sont immortels. Et comme ils sont immortels, ils vont vivre éternellement sur ce monde en détruisant surtout les Africains. N'oubliez pas qu'il y a un projet de faire disparaître, réduire la population africaine à 500 millions d'habitants seulement. Merci à vous, Dr Ndouma. On sort avec vous sur cette question, André Chanclus. C'est avec vous qu'on va conclure sur cette thématique avant de poursuivre avec les autres sur le plateau sur la seconde thématique. Alors, il y a l'opération spéciale russe en Ukraine qui ne plaît pas au bloc de l'OTAN ou alors au bloc occidental. Il y a le rapprochement plus approfondi, on le voit, entre la Russie et les États africains, et en particulier on a vu avec les États de l'AES. On l'a dit sur ce plateau, aujourd'hui on voit une sorte de stratégie de chaos total, de fragilisation de la Russie justement pour l'affaiblir, afin, pourquoi pas, peut-être de la décourager ou alors l'affaiblir en Afrique et laisser une fois de plus le champ à ces États occidentaux qui ont pourtant perdu, on le voit, qui continuent d'ailleurs de perdre la bataille du côté de l'Afrique. Exactement, vous l'avez souligné. Je pense que c'est ça le point d'orgue à toute notre conversation. N'oubliez pas que l'Occident est en train de perdre sur le terrain, mais perdre aussi également sur le combat économique, puisqu'aujourd'hui l'Occident devient une force déclinante.
Et je pense que tous ces gens qui se prenaient pour les maîtres du monde, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, que ce soit à Tel Aviv, sont en train de réaliser que c'est fini, qu'ils sont aujourd'hui dans la pente descendante. Et je crois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, faire des attentats sur le sol russe, c'est terrible, mais il n'y aura aucune répercussion sur le terrain. Ça ne va pas empêcher la Russie de gagner. La Russie gagne du terrain tous les jours. Pour ceux qui suivent parfaitement les opérations militaires, tous les jours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Zelensky demande que des pourparlers de paix soient entamés. Et le président Poutine a répondu que pour l'instant, ce n'était pas d'actualité et qu'aujourd'hui, son armée est en train de gagner du terrain partout. Donc voilà, aujourd'hui, on est face à une situation, l'Occident est une valeur déclinante et que ces gens-là qui sont des mauvais perdants vont essayer de tout faire pour du moins bloquer ou du moins freiner la situation actuelle. Mais je crois que c'est fini pour l'Occident. C'est fini pour l'Occident. Merci à vous, Monsieur Chanclus, d'avoir été avec nous pour discuter de cette thématique aussi importante. Merci beaucoup. On espère vous avoir pour d'autres éditions dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on referme cette page. On va poursuivre avec la seconde thématique. On respire un peu, on prend une autre transition. Ensuite, on revient sur le plateau.